Bonjour. Samedi 8 septembre 2018, je vous invite dans le parc national des Calanques de Marseille à marcher, à nager autour de Sugito. À Toulon, j'emprunte un TER qui s'arrête dans cette gare et me dépose enfin à la gare de Marseille-Saint-Charles. Je prends le métro jusqu'au rond-point du Prado, là où est l'OM. Puis, j'attrape le bus qui dessert le parc national des Calanques via Lumini. En 2 heures, avec les transports en commun, je fais un beau circuit Toulon, Marseille, les Calanques. Lumini, c'est là où j'ai commencé ma vie d'étudiant, au début des années 70, mais je vous invite à marcher, à nager. J'emprunte des sentiers que je parcours depuis une bonne quarantaine d'années. Ils n'ont pas changé. Le parc national des Calanques, c'est un beau titre, ronflant. La nature n'a pas changé. Certains hommes n'ont pas changé non plus. Certains respectent la nature et d'autres moins. Le chemin érodé, parfois glissant. On marche dans du calcaire. Les spécialistes diront du calcaire urgonien. Et tout au fond de la Calanque de Marseille, le cap Morgiou. Bien des escaladeurs marseillais grimpent sur ces falaises. Certains secteurs du sentier sont sécurisés par des chaînes. En voilà une, et voilà un randonneur, coureur sur sentier. Au fond, avec les petits bateaux, la Calanque de Morgiou. Petite Calanque où jadis on pêchait les thons. Marcher signifie assurer chaque pas, ne pas glisser, ne pas tomber. Je progresse dans cette calanque. En face de moi, l'éboulis du renard, des pierres. J'y ai skié sur les pierres dans les années 80. Maintenant, et encore plus avec le parc, totalement interdit. Heureusement, l'escalade reste permise et les débutants, comme les grimpeurs plus chevronnés, se régalent dans ces calanques. Je continue mon petit bonhomme de chemin, de plus en plus loin dans cette calanque. Au bout de ce cap, il y a une grotte sous-marine, la grotte Cosquer. Elle est à plus de 30 mètres de profondeur, et pourtant, on y a trouvé des superbes peintures rupestres, tracées par les hommes préhistoriques. C'est donc qu'à une certaine époque, l'eau n'était pas aussi haute. Eh bien, les hommes ont traversé différentes périodes de glaciation, de réchauffement climatique, comme c'est le cas en ce moment. J'approche de l'endroit qui m'intéresse ce matin, qui est situé en avant de cette calanque de Morgiou, un endroit qu'on appelle la Grotte Bleue. Il y a quelques dizaines d'années, elle était presque inconnue. Personne n'y allait. Maintenant, c'est devenu un lieu d'attraction touristique et certains jours, à l'intérieur de cette grotte bleue, il y a tellement de monde qu'on pourrait se croire dans une piscine municipale. Une source
d'eau claire semble troubler l'eau à l'entrée. Les gens disent « Oh, c'est froid ». On y voit un peu flou, et ensuite, en allant plus loin dans la grotte, on voit mieux, on voit des nageurs, des nageuses en bikini. Les voiles ne sont pas encore passés par là, et c'est bien agréable. Je suis le seul à avoir une torche électrique sous-marine. J'en profite pour regarder les murs, le plafond, le fond. C'est une grotte profonde de 4-5 mètres. Les rochers, très peu d'algues, mais quelques oursins. Ces nageurs qui n'ont pas de masque, eh bien, certains ont vraiment de la chance d'avoir les pieds à côté des oursins et non pas dessus. Je pense que quand on s'engage dans ce genre d'anfractuosité marine, chacun devrait avoir, par mesure de sécurité, de précaution, un masque, un tuba et des palmes. Mais aujourd'hui, la mode, c'est de suivre son voisin, sa voisine. Et si quelqu'un rentre dans une grotte à la nage, ben pourquoi est-ce que moi je ne rentrerai pas, puisque quelqu'un d'autre rentre? Et un beau jour, on aura des accidents. Et on dira, mais comment se fait-il qu'il y avait tant de monde à cet endroit? Donc le parc pourrait réfléchir à peut-être faire une information pour que certains nageurs ne pénètrent pas dans des lieux où ils peuvent être en danger, et à ce moment-là, leur mise en danger entraîne la mise en danger d'autrui. Je parle de risque, je parle de danger. Je suis un ancien maître nageur sauveteur, et j'ai déjà vu beaucoup de bêtises de la part de nageurs inconscients. Donc, informons les gens, que les vieux comme moi parlent aux jeunes en leur disant « Oui, vous pouvez faire ça, mais attention, ça peut être dangereux. Donc il faudrait peut-être que vous regardiez, achetez-vous une lampe, achetez-vous un masque, des palmes, tuba, et allez là avec des gens qui peuvent vous expliquer ce qu'il faut faire et vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Regardez ce monde, ça fait quand même un peu beaucoup. J'ai compté 12 embarcations devant la grotte et des dizaines de nageurs, jusqu'à des enfants qui hurlaient parce qu'ils avaient peur et que les parents voulaient absolument faire rentrer. Regardez cette petite fille avec une brassière de sécurité, elle ne sait pas nager, son père veut absolument la faire rentrer alors qu'elle hurle « Papa, j'ai peur ». Bon, ben le jour où il y aura un accident dans cette grotte, comme dans d'autres, on prendra des mesures et on fermera les grottes. Eh bien non. Éduquons les gens, apprenons-leur à faire ce qu'il faut faire et à ne pas faire ce qui est dangereux. Là, c'est rocher. Ce qui est noir sont des oursins. Les oursins, ça pique. Quand ils sont dans l'assiette, c'est bon, mais pour les mettre dans l'assiette, ça peut piquer. L'intérêt de nager avec palme, masque, tuba et une combinaison quand on veut nager longtemps et un sac à dos étanche quand on veut transporter sa maison sur son dos et aller plus loin et sortir de l'eau et y rentrer, eh bien, l'intérêt de nager dans les calanques, très au bord de ces calanques, de ces falaises, c'est de voir la verticalité des roches au-dessus et au-dessous. On est dans le grand blanc au niveau de ce calcaire urgonien et on est dans le grand bleu dès qu'on regarde à 15-20 mètres de profondeur. J'observe à la recherche de poissons. Et je constate, et vous constatez avec moi, qu'il y a très peu de poissons. Pourquoi? On est dans un parc national, comme le parc national de Port-Cros, des îles d'Or. Mais le parc national des Calanques de Marseille vient à peine de naître sur le papier. Et pendant des générations et des générations,
Les gens du coin, chasseurs sous-marins, comme je l'ai été quand j'étais jeune, eh bien, tirent les poissons. Et les poissons, eh bien, ils ne se laissent pas tirer. Attention quand on est près du bord, il y a du ressac, il y a des vagues, il ne faut surtout pas toucher les rochers, parce qu'on pourrait se faire mal à la tête et ailleurs. Ici, des petites hirondelles de mer, c'est le terme local qu'on emploie pour désigner des castagnols, petits poissons tellement petits que personne ne les chasse. Donc eux se laissent approcher parce qu'ils ne craignent pas qu'on les attrape par le bout de la queue. Regardez cette plongée verticale jusqu'à une vingtaine de mètres, jusque vers le grand bleu. On passe du bleu au blanc. C'est la magie des Calanques, du parc national des Calanques, qui, j'espère, dans quelques années, en ayant plus de personnel pour mettre des amendes en cas d'infraction, et notamment de chasse sous-marine, eh bien, il y aura autant de poissons ici qu'il y en a actuellement à Port-Cros. Mais si vous voulez voir des poissons, ce n'est pas dans les Calanques de Marseille que vous allez les voir. C'est au niveau de l'île de Port-Cros, qui est plus facile à surveiller. Je continue mon exploration. Et à chaque fois qu'il y a un tombant, un rocher pointu, je fais attention à ma tête, et j'espère qu'il y a un gros poisson derrière. Je n'en vois plus beaucoup des gros poissons dans les Calanques, mais des fois. Donc, j'ai espoir. Les rochers du dessus me parlent, les rochers du dessous m'intéressent. Tiens, cette petite anfractuosité, je ne m'en souvenais pas. Je rentre, je m'approche. Pas d'algues, pas de gorgones. Je regarde vers la sortie et je vais plus loin, vers le torpilleur. C'est un rocher d'une quinzaine de mètres de hauteur, une centaine de mètres de longueur, et il y a une myriade de petits poissons, hirondelles de mer, castagnols. J'observe, je filme, nager sur des grandes distances, plusieurs kilomètres, sur des temps importants, plusieurs heures, est déjà une épreuve physique d'endurance. Rien ne sert de courir. Ménageons notre monture. À 68 ans, en étant un vieux maître nageur, je palme tranquillement. Je ne me presse pas. Je ne cours pas derrière les poissons. S'ils veulent se montrer, j'en suis content, je les filme et je vous les montre. Et s'ils se cachent, eh bien je vous montre les rochers derrière lesquels ils se cachent. Je vous montre aussi les rochers du dessus. Ce grand rocher s'appelle le tonneau. Il a la forme d'un tonneau. Avis aux buveurs d'eau salée, il y en a beaucoup du côté de Marseille. Il paraît qu'il y a aussi du pastis. Mais les amateurs de pastis et d'eau salée ne sont pas exactement les mêmes. Je suis plus amateur d'eau salée, sans pastis. Je continue à nager, à regarder, dessous, dessus. Le tonneau sous un autre angle. Les falaises, les rochers. Je m'éloigne du tonneau et de la zone dite des pierres tombées. Effectivement, elles sont tombées et un secteur est totalement interdit aux baigneurs et aux nudistes et naturistes parce qu'il y a eu des chutes de pierres qui ont fait du dégât. Donc, si vous voyez un panneau « Attention danger, chute de pierre », allez vous installer ailleurs. Je continue en direction de Cassis, vers une zone de grands rochers plats, ou presque, qui s'appelle la Lec. Là, la mer est un peu plus forte. Sortir de l'eau par des rochers tranchants, très difficile. Il y a très peu d'endroits où l'on peut sortir. Abris sous roche, peut-être ceux de nos ancêtres,
Et en été, des gens courageux qui veulent dormir au bord de l'eau. Mais attention, dans le parc national des Calanques, il est interdit de bivouaquer. Une méduse. Cette méduse est particulière, elle s'appelle œuf au plat, on la surnomme œuf au plat. Vous voyez qu'elle n'a pas de longs tentacules urticants, elle n'est pas urticante, elle ne pique pas. Donc vous pouvez vous en approcher, aucun risque. Après avoir nagé plus de 2 heures, j'ai besoin de sortir, je remonte sur les rochers et je vous montre cet espace de la Lek, quasiment désert, avec au fond le cap Morgiou et au-dessus la Candelle, la Grande Candelle, le Candélon, et là, de l'autre côté, l'œil de verre. Roche calcaire, attention dans ce secteur, roche friable. Je me suis réchauffé, maintenant je peux retourner à l'eau, nager un peu plus en direction de la calanque de l'œil de verre. On l'appelle l'œil de verre parce que dans les années 30, des grimpeurs ont scellé dans une falaise un œil en verre, un gros œil. Et là, j'ai l'impression d'être dans le ventre d'une baleine. Ça commence à remuer sérieusement, le plafond est bas, une vague un peu plus forte risque de me faire mal à la tête. Je jette un coup d'œil, tranquillement, et je vais voir un peu plus loin. Juste à côté, vers une autre grotte, que j'appellerai la grotte verte, car l'eau y est plus verte par rapport à la grotte bleue. En voici l'entrée. Vous constatez qu'il n'y a personne. Elle n'est pas connue. Peut-être que cette vidéo va donner des envies à certains nageurs d'y aller voir. Elle n'est pas profonde, il n'y a pas de rochers tranchants, le fond est plutôt constitué de galets, le haut ne présente pas de risque particulier, il suffit quand même de regarder au-dessus de soi pour ne pas aller s'assommer. Les rochers ne vous assomment jamais, c'est vous qui vous assommez dans les rochers. Quand vous vous faites une bosse, dites-vous « je me suis fait une bosse » et non pas « le rocher m'a tapé sur la tête ». Je connais certaines personnes de mauvaise foi qui pensent que c'est toujours les autres qui font quelque chose, mais jamais eux. Bon. Mettez-vous face à vos responsabilités. Quand vous vous donnez un coup dans un rocher, c'est bien vous qui vous êtes donné un coup dans le rocher. Que vous soyez sur terre, que vous soyez dans l'eau. J'ai observé rien de vraiment particulier, mais je suis quand même très content de cette exploration solitaire d'une grotte où je n'étais encore jamais rentré. Je l'avais repéré, je m'étais dit ça sera pour une autre fois. Je ressors et je reviens sur mes pas palmés. Je croise un beau banc de mulets de belle taille, mais ils ont peur de moi, ils partent vite. Falaise verticale, sous l'eau et au-dessus. J'observe les failles, les trous sombres, à la recherche de quelque chose de plus. Je me dis, je vais finir par voir quelque chose d'intéressant, d'encore plus intéressant. Une espèce de petit cap sous-marin, une tour plantée en mer, des rochers acérés, attention, n'y mettez pas les mains, n'y mettez pas les doigts. Et là, mon instinct de grimpeur me dit, il y a quelque chose d'intéressant ici. Ça, c'est un toit, c'est un surplomb. Et ça, c'est une grotte qui souffle. Les grottes qui soufflent, les grottes qui respirent, sont des grottes vivantes. Il y a peut-être des gros animaux à l'intérieur, et elle est un peu
presque inquiétante. Des gorgones. Ah, enfin! Je n'en avais pas vu aujourd'hui, et là, j'en découvre, je les entrevois, je reprends ma respiration, et je replonge. Je fais du rase-motte sur cette paroi avec ces gorgones qui sont des coraux souples, et tout d'un coup, je mets ma main un peu près de quelque chose qui s'appelle une murène, ce qui est noir. Oups! Marche arrière, rétropédalage, et je m'éloigne un peu, parce que la murène, ça a des sacrées dents, et ça n'aime pas du tout être tiré par la queue ou ailleurs. J'observe les lieux, je prends des points de repère pour pouvoir revenir une prochaine fois, et je suis sur la fin de mon exploration, qui a duré plusieurs heures. Je reviens vers les roches tombées, je connais le terrain, je sais quel est le sentier, je le remonte tranquillement et je revois le torpilleur, le cap Sugiton, le cap Morgiou et la candelle, la grande candelle et son candélon. Une prochaine fois, je vous emmènerai en randonnée par là. Je regagne Lumini et je vous invite à surveiller ma chaîne YouTube, car bien d'autres vidéos varoises, provençales vous attendent. Je vous dis merci et à bientôt.